Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité économique en Afrique. Nous démarrons avec un aperçu du menu. 4e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BCEAO. La situation économique au plan international et interne a été passée en revue. Inauguration de la Banque de l'Habitat au Niger. La cérémonie était présidée par le président Issoufou Mahamadou. Enfin, la RDC dispose d'un énorme potentiel agricole dont 90% restent inexploités. Et nous démarrons avec les échos de la 4e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au titre de l'année 2018. Il faut dire qu'au plan international, le dit comité a relevé que le rythme de progression de l'activité économique mondiale a été dans l'ensemble modéré au 3e trimestre 2018 dans un contexte marqué par la hausse des tensions commerciales et sur les marchés financiers. Au niveau interne, il a été relevé que la croissance de l'activité économique est demeurée robuste au 3e trimestre 2018 en se situant à 6,7% en glissement annuel après 6,5% au trimestre précédent. De plus, la demande interne reste le principal moteur de la croissance de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne les finances publiques, le comité de politique monétaire de la BCEAO a signalé une atténuation du déficit budgétaire base engagement, donc compris attendu en 2018 à 3,9% du PIB selon les données des services officiels contre 4,3% en 2017. Autre constat, la hausse de la masse monétaire de 9,8% en glissement annuel, soutenue par la progression des créances intérieures et une légère hausse des prix en rythme annuel au 3e trimestre 2018. Tous ces constats ont motivé le comité de politique monétaire à maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,5% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%. Enfin, le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'UEMOA demeure fixé à 3%. Je le disais en titre, les opérations de la Banque de l'Habitat ont officiellement démarré à Niamey au Niger et c'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a procédé à l'inauguration de cette nouvelle banque. Le point de la cérémonie avec notre correspondant sur place. Un pas de plus vers la concrétisation de l'engagement du président de la République du Niger, celui de créer toutes les conditions afin de permettre à chaque famille d'avoir accès à un toit. Le chef de l'État a officiellement inauguré la Banque de l'Habitat du Niger d'un capital de 10 milliards de francs CFA entièrement souscrit et libéré. Nous avons un fort déséquilibre entre la demande de logement et l'offre de logement. Nous en avons fait le diagnostic depuis plusieurs années et c'est pour cela que dans le programme de Renaissance, nous avons décidé de combler ce déficit. Nous considérons que l'instrument essentiel, l'instrument principal de notre politique en matière de logement, c'est la Banque de l'Habitat. Et je me réjouis donc du lancement des activités de cette banque aujourd'hui. La balle est désormais dans le camp des responsables de la banque qui ont désormais la responsabilité de réaliser les objectifs pour lesquels l'institution a été créée, surtout faire en sorte que la volonté du chef de l'État soit accomplie. Le directeur général de la Banque de l'Habitat du Niger est conscient de cet état de fait et promet avec ses collaborateurs de relever les défis. Nous avons un plan d'épargne logement assez novateur que les gens n'ont pas l'habitude de voir, que nous allons dévoiler sitôt après à la clientèle. Ce sont les principaux instruments en fait, de collecte de l'épargne logement à côté des lignes de crédit auprès de certaines institutions spécialisées qui appuient notamment les banques qui financent l'habitat. Donc j'avais aussi interpellé tout à l'heure, vous avez entendu les autorités pour
qu'elle abonde le Fonds national de l'habitat. Ça, c'est l'aspect appui de la puissance publique en matière de ressources pour le financement de l'habitat. Donc, si je me résume, je peux vous dire notre premier défi, notre principal défi, c'est la mobilisation des ressources adaptées au financement de logements. Après la coupure du ruban, le président Issoufou Mahamadou a procédé à l'ouverture de son compte. Avec lui, plusieurs responsables des institutions de la République ainsi que de nombreux citoyens. Les fonctionnaires nigériens investissent en longueur de journée les locaux de la banque pour l'ouverture de comptes dans l'espoir d'accéder à un toit dans un futur proche. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a approuvé l'éligibilité du Bénin pour l'élaboration d'un compact régional simultané. C'était lors d'une réunion trimestrielle tenue la semaine dernière. L'éligibilité du Bénin intervient dans un contexte où le Congrès des États-Unis d'Amérique a autorisé le Millennium Challenge Corporation à sélectionner des pays qui ont des accords de dons en cours pour bénéficier de compacts simultanés aux fins d'intégration économique régionale, de renforcement du commerce régional ou de collaboration frontalière. Cette éligibilité donnera au Bénin l'occasion d'explorer de nouveaux investissements régionaux pendant que le pays met en œuvre son compact actuel. Il faut préciser que le deuxième compact du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation, entré en vigueur le 22 juin 2017, est entièrement dédié au secteur de l'électricité. La subvention de 375 millions de dollars est complétée par une contribution de 28 millions de dollars du gouvernement béninois en vue d'améliorer la gouvernance et l'autonomie financière de la Société nationale d'énergie électrique afin de fournir de meilleurs services à sa clientèle, d'attirer des investissements du secteur privé dans la production d'électricité et aussi de financer les infrastructures de distribution d'électricité afin que l'électrification hors réseau des ménages pauvres et non desservis soit une réalité dans le pays. Direction maintenant la République démocratique du Congo, un pays dont les terres sont souvent laissées en jachère. Sur les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose ce pays, seuls 10% seraient cultivés. Ceci dans un contexte où 6 à 7 millions de Congolais ne mangent pas à leur faim. Situé sur le plateau des Batéké, à une centaine de kilomètres dans la périphérie est de Kinshasa, le centre agro-pastoral Bondeko Yassika est une propriété de l'Église catholique. Il s'agit d'une des rares structures dédiées à l'agriculture en République démocratique du Congo. Aimée Georgette Kapaya, qui en est la responsable, est une épidémiologiste de formation reconvertie à l'agriculture. Je ne suis pas agronome. De formation, je suis épidémiologiste. J'aime tellement la terre. J'adore la terre. Quand je touche ça, j'ai un plaisir. Alors je me suis dit, je vais me lancer dans l'agriculture. Et j'apprends sur le tas. Un exemple plutôt rare en République démocratique du Congo, où seulement 10% des 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose le pays seraient cultivés. La capitale, Kinshasa, troisième ville d'Afrique avec ses 12 millions de bouches à nourrir, est un gigantesque marché agricole. Pourtant, 6 à 7 millions de Congolais ne mangent pas à leur faim et le pays est aujourd'hui un importateur net de denrées alimentaires. Et la tendance n'est pas prête de se renverser malgré les efforts que déploient quotidiennement les agriculteurs pour booster leur production. Jusque-là, nous avons déjà récolté 100 sacs d'écossais de manioc. Nous avons le manioc, nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété, ce qui est souvent produit pendant la saison pluvieuse. Manque d'outils aratoires, manque de financement, les difficultés sont nombreuses et semblent justifier le fait que les terres soient souvent laissées en jachère dans une RDC où l'entrepreneuriat agricole relève d'un parcours de combattant. Le sujet s'est d'ailleurs invité dans la campagne pour les élections du 23 décembre. Et là-dessus, le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Chadari, promet de faire de l'agriculture un des piliers de la diversification de l'économie avec le tourisme.
Quant à Martin Fayoulou de l'opposition, il s'engage à décréter l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meure de faim dans un an. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal. Nous retrouvons ainsi Casimir Pédior, notre chroniqueur qui nous amène aujourd'hui au Gabon pour parler de la loi de finances 2019. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour commencer du budget 2019 du Gabon? Le budget 2019 est en bon état. Le Gabon se porte très bien, se porte à merveille. En tout cas, c'est ce que révèlent donc les documents qui désormais fixent les intentions budgétaires de l'État central pour le compte de l'exercice 2019. Le Gabon a retenu au total 2806,9 milliards de francs CFA pour le compte donc de cette année, contre 2918,5 milliards de francs CFA, soit une réduction de 111,7 milliards de francs CFA pour le compte de l'année budgétaire 2019. Le Gabon a ainsi, contrairement à beaucoup de pays au niveau de la région, je veux parler de la Centrafrique, le Gabon a marqué une intention en baisse qui aujourd'hui témoigne de l'effort d'assainissement des finances publiques, mais surtout de collecte et de mobilisation des recettes au niveau donc des trois régies que sont donc le Trésor, la douane et aussi les impôts. Au-delà de ça, le Gabon est en train de marquer un pas décisif dans la transformation structurelle de son économie, surtout avec l'assainissement des finances publiques qui est contenu dans le document dénommé le plan triennal de relance de l'économie donc du pays. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes d'intention pour le compte donc de l'année 2019. Une baisse, je le précise, de 3,8%. Est-ce parce que les autorités gabonaises ne sont pas en mesure de mobiliser plus que ce qu'elles ont prédit pour l'année 2018? Oui, les autorités sont en mesure donc de mobiliser au regard donc de la bonne santé économique et financière du pays vis-à-vis donc de ses partenaires techniques et financiers, surtout au niveau de la sous-région et à l'international. Le Gabon est aujourd'hui en même d'aller chercher beaucoup de financement pour donc accomplir son devoir budgétaire. Pourquoi pas offrir un mieux-être au pays? Mais dans ces conditions, pourquoi ne pas être plus ambitieux? Plus ambitieux aujourd'hui paraît comme enliser le pays dans une dette. Et donc, le Gabon a fait l'option de compter sur ses propres ressources. Et c'est ce qui justifie cela, parce que lorsque nous avons consulté les documents qui donc justifient cette intention budgétaire, on a constaté qu'au niveau des financements, le Gabon a donc réduit la cagnotte au niveau des financements, soit une réduction de 219,8 milliards de francs CFA. Ceci témoigne véritablement de l'intention du pays à ne pas aller s'endetter davantage et à compter sur les ressources internes. Et d'ailleurs, ressources internes, les recettes totales du pays seront en hausse de 108,1 milliard de francs CFA, ce qui justifie l'intention du Gabon à véritablement compter sur ses recettes de porte et pourquoi pas sur le secteur minier où le pays excelle au niveau de la sous-région. Est-ce qu'il faut craindre pour les chefs d'entreprise du pays? Est-ce qu'il n'y aura pas une certaine pression fiscale? Forcément, Inès, il y aura une pression fiscale parce que c'est aussi ça, parfois, l'économie au niveau des pays. Il va falloir compter sur ses propres forces et ceci passe forcément par la pression fiscale. Mais selon les documents, la pression fiscale ne viendra pas des entreprises existantes. Le Gabon va adopter une politique pouvant lui permettre de ramener donc les entreprises qui n'étaient donc pas au niveau donc des impôts de la douane et aussi du Trésor. Le pays donc compte mobiliser ces recettes-là pour pouvoir véritablement compter sur ces PME, ces PMI pour le compte de l'année 2019. En tout cas, nous allons essayer d'observer toutes ces mesures-là pour voir si véritablement c'est un exemple à édifier au niveau de la sous-région, pourquoi pas au niveau de l'Afrique. Et si c'était le cas, on reviendra certainement sur ce plateau pour expliquer davantage les intentions budgétaires de l'État Gabon, pourquoi le Gabon a pris cette option et qu'est-ce que le Gabon a pu en tirer de façon positive. Merci beaucoup, Casimir Pédior. Merci donc d'être venu nous éclairer sur la loi de finances 2019 du Gabon. Rendez-vous vendredi dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, nous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure.